Donc je suis là pour porter la parole d'Amélie, une rurale de Gironde, et qui va apporter son soutien, et qui apporte déjà son soutien à la liste, donc à Marie, en espérant que... Alors je ne sais pas où tu es placé, alors je sais pas. Si... On a tous des places de militants. Voilà, donc j'espère que tu seras élu. Voilà. Si je suis... C'est pour ça. Donc, moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la liberté. Parce qu'il faut se rendre compte, et moi je m'en suis, année après, ça fait 10 ans maintenant que je suis élu, et année après année, on se rend compte comment les traités et l'application des traités, parce que les traités en eux-mêmes, bon, c'est leur application. Si on pouvait s'en passer, si on pouvait le faire autrement et ne pas être obligé de subir ces traités, s'ils existaient mais que personne ne les appliquait, ce ne serait pas un souci. Mais c'est que là, on est obligé, enfin, on oblige les gouvernements qui ont signé ces traités de les appliquer. Et on les surveille, puisque vous voyez bien que la Grèce à un moment donné, l'Espagne à un moment donné, et puis maintenant l'Italie, quoi qu'on pense du gouvernement italien, mais si le gouvernement décide de ne pas appliquer le traité, oh là là, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, le président ou le Premier ministre a signé. Donc vous êtes obligé d'appliquer. Même si maintenant vous n'êtes plus d'accord, mais il faut revenir 20 ans en arrière. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on subit aujourd'hui, moi dans ma commune, on subit 10 ans, 15 ans, 20 ans après, le petit poison qu'ils ont mis. Et qui petit à petit est descendu, est descendu. Ils ont attaqué au niveau international, puis au niveau national, et puis maintenant ça descend. Et les effets, c'est nous, au plus bas, qui commençons à les toucher. Des choses toutes simples. Parce que, pour moi, les traités, c'est deux poisons. C'est la baisse, de l'argent public, des finances publiques, et la mise en place de ce qu'ils appellent la concurrence libre et non faussée. Et on pourrait croire que ça concerne la SNCF, les transports, où ça a commencé avec le transport aérien. Je crois que les premières lois, c'était sur la libéralisation du ciel et des aiguilleurs du ciel. Ça a commencé comme ça. Et c'était un député socialiste Savary qui était commissaire, enfin qui était député européen, qui avait prôné ça, entre parenthèses. Mais aujourd'hui, vous savez que cette concurrence libre non faussée, à partir de la rentrée, normalement, à partir de janvier 2019, elle va concerner même ce qu'on va servir à la cantine. C'est-à-dire que si on veut sortir d'un achat groupé avec une société privée, voilà, et qu'on veut travailler par nous-mêmes, ce qui est le cas à Loupiac, il faut trouver des astuces incroyables pour pouvoir prouver que quand on négocie avec le boulanger ou avec le maraîcher bio, on ne fait pas entorse à la concurrence. Parce qu'ils ne calculent pas les prix des salades, c'est que pour eux, ils considèrent que le marché de la cantine, c'est un marché global. Et donc, l'astuce, et qui est malheureux pour l'instant, qu'on a trouvé, c'est qu'on est obligé quand même de rentrer avec une société qui gère l'ensemble de notre cantine, qui nous aide, mais qui fait par lot. Et les lots qui nous sous-traitent, en fait, c'est nous, après, on est libre, et je reviens sur le terme de liberté, c'est-à-dire qu'on est libre, après, de négocier avec qui on veut. Mais parce qu'on est quand même en signataire avec un marché global, une société qui travaille sur l'ensemble de l'Aquitaine et qui a des dizaines de cantines comme ça. Et donc, le fait d'être avec eux, en convention, on est libéré de ça. Donc, voyez comment on est passé de l'aviation et du transport aérien, aujourd'hui, à la cantine. Et il paraît même, il faut que je vérifie, que même maintenant, pour acheter les vis chez le petit quincaillier du coin, c'est pareil. C'est-à-dire que normalement, on devrait passer un marché global pour l'ensemble de l'année estimé du matériel qu'on aurait besoin d'acheter. Et qu'après, normalement, ça serait la grosse boîte qui viendrait vous livrer, etc., à un prix, etc. Donc pour moi, cette concurrence libre et non faussée, elle nous touche maintenant en bas à tous les niveaux, et pas qu'au niveau international ou national. Il faut avoir cette idée-là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Et il nous amène là-dedans, il nous amène dans une seringue. Et l'autre, c'est serrer les vis des comptes publics. Et pour ceux qui s'en rappellent, ça a commencé, enfin pour moi, par exemple, Sarkozy, 2008, RGPP. Voilà.
l'application des traités. La France, vous dépensez trop en finances publiques, il va falloir réduire. Lui, argument, on va moderniser, on va être plus efficace, on va concentrer, etc. On va faire un peu comme une entreprise, quoi. Et vous allez voir, ça va mieux marcher, ça utilisera moins de monde, et en bas, vous serez mieux servi. Ben, petit à petit, il y a eu ça. Et après, Hollande, lui, ça a été la MAP, la modernisation, lui aussi, de l'action publique. Et après, ça a été MAP-TAM, voilà, pour les métropoles, la mise en place des métropoles. Et aujourd'hui, maintenant, c'est, je sais pas quoi, modernisation 2022, c'est le plan de Macron aujourd'hui, avec toujours le même thème. Mais à l'arrivée, c'est à chaque fois, on enlève des moyens, au département, et puis maintenant aux communes. Et nous, on est arrivé à un niveau où on peut quasiment plus fonctionner. C'est-à-dire qu'on peut plus avoir de projet, quasiment. On est juste dans la... Allez, comme un ménage, comme un petit ménage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans la... Juste pas dans la survie, mais si on veut pas... De toute façon, on ne peut pas trop augmenter, on peut pas... Même si on augmente, ça ramène quasiment rien. Donc, il nous amène à une gestion quasiment... voilà, où les projets, si on a des projets innovants qui veulent aller dans un sens écologique, etc., eh bien, on va pas avoir les moyens. Et ce qu'ils veulent, c'est nous pousser à nous regrouper. Bien sûr, efficacité. On va à plusieurs... voilà. Alors, en étant plus gros, on va être meilleur. Et donc, c'est tout ce qui se passe ici sur la métropole. C'est le concept de métropolisation. Nous, là-bas, à 40 km de du centre, du cœur de la métropole, on se bagarre pour ne pas y rentrer, mais on est touché quand même par les... Toutes les richesses sont aspirées par la métropole, et nous, petit à petit, on est asséchés. Et alors, juste pour finir, vous montrer que, je reviens que c'était un plan, parce que je vais vous lire ça, c'est un article dans un journal, pour les élus. Et alors, il y a écrit, c'est intéressant, je mets les lunettes. Voilà. Suppression de l'échelle intermédiaire, création d'une dizaine de métropoles, renforcement de la coopération intercommunale, voici une réforme aux sonorités familières. Vous voyez, vous pouvez dire, c'est chez nous ça. Ce n'est pourtant pas de la France, mais bien de l'Italie qu'il s'agit. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait chez nous, là, ce qu'ils sont en train de faire, ça a commencé il y a à peu près 10 ans, plutôt, en Italie. Et c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire que, et j'en reviens à ce que je disais, et après je finis, c'est que ces traités, on pense qu'ils sont loin, c'est abstrait, c'est compliqué, on ne va pas trop y regarder. Mais c'est très pensé, très réfléchi. Et l'application, elle est méthodique. Et ils ont commencé par les pays les plus faibles. Et maintenant, on est quasiment les derniers. Et on pense, moi, le premier, je me disais, mais ils ne vont pas s'attaquer à nous, ils ne vont pas s'attaquer à la fonction publique, ils ne vont pas s'attaquer à la SNCF, etc. Ils ne vont pas oser. Mais si, parce que c'est prévu, parce qu'il y a de l'argent à aller chercher. Il y a la santé, il y a de l'argent encore. La fonction publique, c'est ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est leur dernier truc qu'ils veulent attaquer et qu'il faut sauver. Et donc, pour finir, je pense qu'il faut que cette campagne réunisse tous les peuples, c'est-à-dire les gilets jaunes comme les autres, il ne faut pas les oublier non plus. Et il y a ceux qui ne sont même pas avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que nous, ça fait, on est quelques-uns ici, on est sur les barrages depuis samedi, et j'étais encore ce matin, on bloquait, donc, ce que j'ai dit, une plateforme de Super U, à côté de Langon, et ceux qui tiennent les barrages, moi j'y vais quand je peux, c'est des jeunes salariés, beaucoup d'ouvriers, qui réfléchissent, c'est exactement ce que tu disais, c'est pas la caricature qu'on pense, alors, il y en a automatiquement, souvent on regarde que les caricatures, et ils sont quelques-uns, mais souvent on regarde le plus grand nombre, et le plus grand nombre, franchement, pour moi, il donne de l'espoir. Je suis à la fois militante dans des associations contre les pesticides et insoumise. Et je ne peux pas dissocier trop les deux casquettes. Nous, nos associations donc de lutte contre les pesticides, elles regroupent à la fois des salariés, des riverains, des parents d'élèves, des médecins.
et on ne cesse d'alerter les pouvoirs publics sur les dangers de ces molécules. Alors que les films qui les fabriquent, je ne sais pas si vous le savez, mais inondent chaque année de centaines de molécules nouvelles. Et la France est très accro, particulièrement accro. Je ne sais pas si vous avez su, en France, il y a eu un premier plan éco-phyto qui s'appelait donc éco-phyto numéro 1, maintenant on l'a de 2008 à 2018. L'objectif, c'était de réduire de 50% en 2018 l'utilisation des pesticides en France. Eh bien, on a augmenté de 12,4%. Il y a donc eu un deuxième plan éco-phyto de 2015 à 2025 qui prévoit, lui, cette fois, de diminuer donc de 50% en 2025. Il y a eu une très légère baisse en 2016, et 2017, on a déjà réaugmenté de, je ne sais plus, 6,5%. Donc, nous ne nous guérissons pas des pesticides. Alors, ce que... l'argument qui est sans cesse utilisé par nos gouvernants dans leur frilosité d'intervenir et d'agir à l'échelon européen sur cette question, c'est l'argument de la concurrence. Vous comprenez, si on bridait, c'est ce que dit la FNSEA, si on bridait les agriculteurs français en limitant leur usage de pesticides et d'intrants, eh bien, ils seraient moins concurrents. C'est déjà totalement fou maintenant, ça commence à être faux sur le plan de la production agricole elle-même, puisque maintenant on a beau augmenter les doses d'intrants, d'engrais et de pesticides, la production, les grandes productions françaises diminuent en volume. Mais ensuite, c'est un vrai scandale d'ériger la concurrence, y compris lorsqu'on sait qu'on est en train de mettre en danger la vie des populations, y compris lorsqu'on sait qu'on est en train de mettre en danger la capacité à produire plus tard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce produit, le métam-sodium, qui a fait 70 victimes cet été, là, ou cet automne plutôt, dans les productions de mâches notamment. Ce produit est aussi utilisé dans la vigne, je l'ignorais, donc l'a découvert. Pour qu'il agisse mieux, on l'injecte dans le sol. L'idée, c'est de tuer le sol. C'est quand même incroyable. On fait une agriculture qui commence par tuer le sol. En injectant le métam-sodium, ça va dégager un gaz qui va tuer tout. Vers de terre, tous les petits insectes qui sont dans le sol, et même ce qu'on ne voit pas bien parce que c'est très très petit, ce qu'on appelle les nématodes, qui font partie intégrante de ce processus de minéralisation dans les sols. Donc on tue le sol, et puis après on fait de l'agriculture dessus. Comment voulez-vous que ça marche? Donc il y a urgence, et il faut qu'il y ait un plan de sortie des pesticides, et c'est un des axes de la France insoumise, à l'échelle européenne. Et si, à l'échelle européenne, ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait la possibilité pour un pays qui décide d'en sortir. Aussi, il faut imaginer une stratégie pour déroger de ça. Alors, ces pesticides, certains sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, on les appelle les CMR. D'autres sont des perturbateurs endocriniens. Il y en a plein l'atmosphère de Bordeaux, y compris quand on n'est pas dans la vigne. Et ce qui est sympa, c'est que ça fait beaucoup d'effets donc sur les femmes enceintes, enfin sur le fœtus des femmes enceintes, y compris lorsque c'est à très faible dose. Ce n'est pas la dose qui fait le produit pour les perturbateurs endocriniens. Une très faible dose, et surtout en plus, s'il y a un effet cocktail avec différentes molécules, peut avoir des conséquences dramatiques sur la fertilité des gens, sur le développement sexuel des enfants. On a de plus en plus de jeunes filles qui sont formées très tôt, des garçons qui n'ont pas les organes reproducteurs qui se développent normalement. Tout ça, c'est lié à cet environnement. Et ces pesticides, même lorsqu'ils sont CMR ou PE, donc pour aller plus vite, perturbateurs endocriniens, ils reçoivent le Saint Graal, l'autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation de mise sur le marché est décernée par l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité de l'alimentation. Et c'est le Saint Graal. Lorsqu'en Gironde, l'an dernier, il n'y a pas encore tout à fait un an, nous avons été rencontrer le préfet de la Gironde avec 11 organisations, des associations anti-pesticides, la Confédération paysanne, l'Association des médecins contre les pesticides, la FCPE, la plus grosse fédération des parents d'élèves, 3 syndicats enseignants, la FSU, la CGT et l'UNSA, 3 confédérations même. Donc on est allé à tous réclamer au préfet une zone de 200 mètres autour des écoles où on ne pulvériserait pas ces produits CMR. Réponse du préfet, je ne peux pas. Tous ces produits, ils ont l'autorisation de mise sur le marché.
moi, je n'ai pas le pouvoir de discriminer entre un tel ou tel produit. Ils ont l'autorisation. Comment est-ce qu'ils ont l'autorisation? Ben, c'est plus simple, les firmes elles-mêmes qui testent leurs produits. C'est quand même bien plus pratique. Les études de toxicité, les comptes rendus complets de leurs tests ne sont pas publics. Et surtout, les méthodologies de leurs tests ne sont pas publiques. Alors qu'ils devraient être publiés, mis en ligne et centralisés par une autorité centrale. Donc, les pouvoirs des firmes sont tels qu'il arrive que des produits reconnus comme trop dangereux soient interdits, mais par dérogation, tolérés dans certains domaines. Par exemple, la vigne, au hasard. Il y a un produit qui s'appelle l'arsénite de sodium, qui a tué le frère de Marie-Lise Bibéran, pour ceux qui la connaissent, qui a tué le père de Valérie Murat, pour ceux qui la connaissent, deux femmes qui sont engagées avec nos associations dans les luttes contre les pesticides. Eh bien, ce produit, il est reconnu interdit et reconnu comme trop dangereux et interdit depuis 1973, mais il a été autorisé dans les vignes, et notamment en Gironde, jusqu'en 2001. En plus, les personnes en charge des homologations au sein de l'EFSA ne sont pas indépendantes des firmes. Il arrive même qu'elles soient rémunérées par elles. Les personnes en charge donc, du processus d'évaluation, elles-mêmes, et dans les organismes nationaux, continuent d'avoir des conflits d'intérêts. Donc nous pensons qu'il faut faire le ménage, et ça fait partie des enjeux de l'élection de la France insoumise. Dans la pratique, le principe de précaution qui prévaut dans l'Union européenne, en fait, il est remplacé par ce qu'on appelle la gestion des risques, par une évaluation des risques. C'est-à-dire qu'on met des produits sur le marché, on les sait dangereux, mais on affirme qu'on peut les utiliser sans trop de risques, à condition de les utiliser correctement. Alors avec ça, donc, le risque n'est bien sûr pas réduit, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va déporter les responsabilités. Ce ne sera plus l'État, ce ne sera plus l'EFSA, ce ne sera plus l'Union européenne qui sera responsable s'il y a des accidents, s'il y a des cancers qui se développent. Ce sera, par exemple, le salarié agricole qui n'aura pas mis son EPI, les équipements de protection individuelle, les fameux scaphandres blancs là que l'on voit. Et donc, c'est lui qui va être... on va individualiser, avec cette démarche, on va individualiser le risque et individualiser la responsabilité. Donc, à cette situation, il faut, bien sûr, les questions d'écologie sont indissociables des questions de fonctionnement social, c'est ce que rappelait Loïc tout à l'heure, mais la déréglementation dans le monde du travail fait des dégâts phénoménaux. Par exemple, il y a une loi qui a été obtenue, à la fois pour les salariés en général, mais aussi avec des déclinaisons dans le monde de l'agriculture, pour que les salariés aient un registre qui enregistre systématiquement les produits qu'ils utilisent, pour que, par exemple, si un jour ils vont devant la MSA et puis ils disent « ça c'est une maladie professionnelle, j'en suis sûr », et bien pour qu'ils puissent, ne serait-ce qu'à entreprendre la démarche pour reconnaissance de maladie professionnelle. Eh bien, cette réglementation qui impose donc le registre, on appelle ça, j'arrive pas à retrouver le mot, le registre des produits utilisés, cette réglementation, on a du mal à la faire appliquer déjà aux salariés du monde agricole. Mais quand il y a, comme dans le Médoc l'an dernier, 14 500 salariés saisonniers en CDD pour 5 000 salariés en CDI. Que pensez-vous qu'il arrive sur ce genre de réglementation? Elles ne sont plus du tout appliquées. Les gens qui viennent faire les travaux à la vigne pour un salaire, encore une fois, de misère. On entend chaque année les propriétaires se répandre en plainte dans la presse qu'ils n'arrivent pas à trouver, alors qu'il y a 6 millions de chômeurs, ils n'arrivent pas à trouver d'employés, mais ils emploient dans des conditions absolument épouvantables des salariés qui donc doivent en plus travailler souvent à des rythmes supérieurs au rythme habituel, qui sont victimes plus que d'autres d'accidents du travail. Et maintenant, ces salariés arrivent, il y a des prestataires de services qui passent avec leur camion et puis qui amènent un camion d'Italiens, de Portugais, etc. au château, machin chose. Ils les posent le matin, ils repartent le soir, ni vu ni connu, ils ont épandu telle et telle chose. Ce sera enregistré nulle part, vous pensez bien, et ces gars vont repartir. Et c'est encore pire, s'ils sont européens
la MSA regarde un peu prend en compte leur état de santé, mais si ce sont des Africains du Nord qui plus des gens sans papier, alors là, bien sûr, ils n'auront plus aucun droit pour faire valoir et reconnaître leur maladie. Donc, voilà, je voulais finir là-dessus. Ces questions d'écologie et les questions du fonctionnement le registre social, le fonctionnement le code du travail, l'injustice sociale sont indissociables l'une de l'autre. Bonsoir à tous. Alors moi je suis Jean-Luc Falla, je travaille à la SNCF depuis 1982. Et je vais commencer par mon propos par vous informer qu'aujourd'hui c'est une journée particulière à la SNCF puisqu'on a les élections professionnelles. Et les élections professionnelles qui arrivent après le grand mouvement qui visait à s'opposer au changement de statut de l'entreprise. Donc il y a un vrai enjeu. La direction a bien compris puisqu'elle a modifié les règles en profondeur du scrutin. On ne vote plus avec un bulletin dans une urne, maintenant on vote par le vote électronique, ce qui fait qu'on est complètement dessaisi de tout. On n'a aucune visibilité sur le scrutin, avec ce mode de scrutin, on n'a aucune visibilité. Et il y a des incidents qui ont émaillé ce fonctionnement. Par exemple, moi j'ai essayé de voter à 10h30, j'accédais pas au site où on pouvait voter. J'ai demandé à la hotline, parce que bien sûr maintenant on est tous ce truc, et le mec il me dit « Ah ben il faut essayer cet après-midi parce que c'est parce qu'il y a trop de monde qui essaye de voter, donc essayez cet après-midi. » J'ai dit « Mais enfin cet après-midi ce sera pareil, et ainsi de suite, jusqu'au jour où le scrutin sera clos, où effectivement le site sera accessible. » Ah ben ouais, mais là c'est le risque à prendre, hein. Faut insister. Enfin bref, voilà où on en est aujourd'hui à la SNCF. Donc, le 19 mars 2012, François Ruffin, qui n'était pas encore député, mais rédac-chef d'un journal célèbre, Fakir, interviewait M. Nicolas Doisy. M. Nicolas Doisy, il est chef en anglais, chef économiste au Crédit Agricole dans la branche Chevreuil. La branche Chevreuil, c'est la branche qui spécule sur les marchés. Ce monsieur, il est auteur d'un texte de 9 pages destiné aux opérateurs de marché. Monsieur Doisy, dans cette note, explique que quel que soit le résultat du scrutin, l'appartenance à la zone euro, de facto, entraînera une série de réformes structurelles, au premier rang desquelles figure la libéralisation du marché du travail. C'est le tribut à payer pour rester dans la zone euro. La fin du CDI n'a donc rien à voir avec le marché du travail lui-même, mais résulte d'une exigence, celle des riches, des très riches. M. Warren Buffett déclarait le 19 juin 2005 « Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, celle des riches, qui mène cette lutte. Et nous sommes en train de la gagner. » En 2011, la fortune de ce monsieur était estimée à 50 milliards de dollars. Les riches ont donc créé des structures qui leur permettent d'imposer leurs choix aux élus politiques, parfois au mépris de la démocratie. Ce fut le cas, par exemple, le 29 mai 2005, on s'en souvient tous. Les coups portés contre le service public dans notre pays découlent de leurs exigences. C'est le cas à la SNCF, victime elle aussi du blitzkrieg généralisé qui a conduit au changement de statut de l'entreprise, non sans mal, car la bataille que nous avons menée pendant 3 mois a mis en évidence l'attachement des citoyens à cette entreprise et la pertinence, grâce à son maillage, de maintenir un service public de transport de masse, tant en fret que voyageurs. Les alternatives qu'offre le transport ferroviaire dans un monde qui suffoque méritaient mieux qu'un changement de statut. Vous savez donc que par ordonnance, la SNCF est devenue une société anonyme. Ce faisant, le gouvernement Macron soumet à la concurrence toutes les branches du transport ferroviaire et comme chacun sait, la concurrence s'attaque en premier lieu aux garanties sociales des travailleurs qui y sont soumis. Il faudra donc que les cheminots se soumettent aux garanties sociales des chauffeurs routiers roumains, polonais, dont on connaît la générosité. Avec le risque de reproduire les abus routiers sur le rail et les conséquences qui vont en découler. Je vous rappelle juste ce qui s'est passé il y a quelques années, Mirambeau. Ça vous parle, Mirambeau? Voilà.
Imaginons maintenant que les chauffeurs routiers là, qui sont tous morts, ils soient à la tête de trains, de convois chargés de combustible nucléaire ou de trains complets d'essence. Voilà. Voilà ce qui nous pend. Je reviens à l'interview. À un moment, Ruffin pose la question. Mais si Mélenchon est qualifié au second tour, Doisy répond, alors là, c'est la grosse panique. C'est la prise de la Bastille bis. On n'a pas prévu qu'une chose pareille se produise. Il y a donc, contrairement à l'esprit ambiant qui veut un certain fatalisme, il y a donc une page blanche à écrire. Et je vous invite tous à l'écrire ensemble, en élisant le plus grand nombre possible de députés filles à l'Assemblée européenne. Merci à tous. Alors, je vais vous parler un peu de la procédure Dublin, à laquelle sont soumises un certain nombre de personnes qu'on appelle migrantes, de personnes réfugiées en général. Donc, c'est un règlement qui fait suite à une convention qui a été signée à Dublin en 1990 et qui précise des critères et une procédure pour déterminer quel est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile d'une personne, d'un réfugié. Une demande d'asile dans l'Union européenne. Alors la personne, le règlement n'interdit pas à la personne de faire une demande dans le pays qu'elle a choisi, mais elle sera de toute façon orientée vers le pays où elle est arrivée et où elle a été enregistrée. Cet enregistrement passe par une prise d'empreinte. Et la plupart du temps, les gens n'ont pas le choix. Ils arrivent, notamment avec le contrôle des frontières qui s'est développé là ces dernières années, à l'arrivée, les personnes sont obligées de laisser leurs empreintes. Et c'est à partir de là, donc, comme tout un processus, je ne vais pas tout le décrire, j'avais préparé, mais c'est un peu long, toute la procédure, qui est longue et contraignante, mais surtout qui est contraignante et qui, au bout du compte, expulse les personnes. Hein. Alors, ce qui a signalé depuis en 2018, je vais insister là-dessus, depuis mars 2018, et ensuite ça a été renforcé et confirmé par la loi Asile et Immigration, qui a été votée là, au mois d'août 2018, c'est que les personnes, on les appelle dublinés, les personnes qui dépendent de la procédure Dublin, on les appelle les dublinés. Donc, ils peuvent être assignés à résidence. Alors, une assignation à résidence qui est de 45 jours, qui peut être renouvelable. L'assignation à résidence dure tout le temps de la procédure. Donc, avec un certain nombre de contraintes, il faut que les personnes, toutes les semaines, aillent signer au commissariat de police. Elles ne peuvent pas sortir d'un certain périmètre. Voilà, et ça a été dénoncé comme quelque chose qui ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes. Donc l'assignation à résidence, donc quasiment systématique pour les personnes qui sont en procédure Dublin, et la rétention également, la mise en rétention, comme ça, sous prétexte que les personnes... Il y a un nouveau truc aussi qui a été mis en place, c'est le délit de fuite. Si jamais on ne se présente pas à un rendez-vous de la préfecture ou du commissariat, on est déclaré en fuite. Et donc, pour éviter que les gens fuient, donc on les assigne à résidence ou on les met en rétention. Et donc, la nouvelle loi a prévu un allongement de la durée de rétention qui est passé à 90 jours maintenant. Et une des mesures aussi qui est scandaleuse dans ce principe de rétention, c'est qu'on enferme les enfants. Cette mesure cela a été dénoncé par le Conseil de l'Europe, mais la France continue à enfermer les enfants. Voilà. Donc, cette procédure Dublin est un système complètement incohérent, puisque les personnes sont contraintes de repartir dans un pays qu'elles n'ont pas choisi et qui souvent on ne les accueille pas. Enfin, on l'a vu souvent avec l'Italie.
Ils sont rentrés en Italie, on les renvoie en Italie, mais l'Italie ne les accepte pas non plus, donc ils reviennent en France ou ils repartent dans un autre pays d'Europe. Enfin, les personnes qui sont en grande souffrance, hein, parce qu'elles ont quitté leur pays, quand même, c'est pas pour rien, sont maltraitées, quoi, à travers l'Europe. Voilà. Donc, maintenant le peuple propose de mettre fin au règlement européen Dublin. Et voilà, de créer un statut de réfugié pour toutes les personnes qui ont besoin de quitter leur pays. Donc, je m'appelle Michel Fourcade, je suis un ancien agent de la Direction Générale des Finances Publiques où j'ai sévi pendant toute ma vie professionnelle. Je vais me limiter, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la fiscalité française, en particulier surtout après les propos de Darmanin qui a voulu faire peur à tout le monde avec on va vous surveiller sur Facebook, on pourrait y revenir, mais je me suis contenté d'apporter 3 éléments de réflexion sur la question de la fiscalité et de la fraude européenne. Le premier élément, c'est un exemple qui est apparu dans la presse en 2014, qu'on a appelé les LuxLeaks. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'étaient les LuxLeaks, c'est la possibilité pour l'État luxembourgeois de négocier avec des entreprises le taux d'imposition à laquelle celles-ci seront soumises pendant une durée donnée qui en général est assez longue. Ce scandale qui est apparu dans la presse touchait quand même 300... Enfin, on a identifié à cette occasion-là 340 entreprises qui ont bénéficié de ce système-là, leur permettant d'être imposées à des taux ridiculement bas, de l'ordre de 1% de leurs bénéfices. Et à cette époque-là, qui négociait ces rescrits, on appelle ça des rescrits, ces accords entre les entreprises et le gouvernement? Un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Juncker et qui n'est autre aujourd'hui que le président de la Commission européenne. Donc quand on voit que ce monsieur qui a sévi pendant des années pour tout faire pour que l'optimisation fiscale, comme disent les entreprises, bénéficient à ceux qui avaient les moyens de négocier, quand on voit que ce gars-là se retrouve à la tête de la Commission européenne, on peut douter de la capacité de l'Union européenne à véritablement lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale. Non seulement on peut en douter, mais effectivement on peut le remettre en cause en totalité, parce que à l'époque, lorsque c'était sorti dans la presse, on avait évoqué la possibilité de sanctions envers le Luxembourg. Je vous rappelle, c'était en 2014. Nous sommes en 2018. Nous attendons toujours. Nous attendons que les sanctions soient prises contre le gouvernement qui avait mis en œuvre cette politique-là, et je crois qu'on n'est pas prêt de l'attendre. Je vous rappelle quand même qu'en matière également de fiscalité, il faut l'unanimité des États au niveau européen pour modifier un règlement. La fiscalité n'est pas une compétence de l'Union et il faut obligatoirement l'unanimité des États. Donc on peut, avec un mec comme Juncker, douter de la possibilité de déboucher sur quelque chose de progressiste au niveau de la fiscalité. Autre exemple, c'est un débat qui est engagé depuis maintenant plus de 20 ans au sein de la Commission européenne pour harmoniser l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Alors, ça s'appelle... c'est un axis, bon, c'est un truc. C'est la possibilité de fixer pour toutes les entreprises au niveau européen, en particulier les multinationales, une assiette qui permettrait de savoir exactement ce qui est imposé ou pas. Parce que pour déterminer l'assiette, vous savez ce que c'est le montant sur lequel est appliqué un taux qui sert à calculer l'impôt. Eh bien, si on connaît l'assiette, si l'assiette est la même pour tous, on peut ensuite jouer sur les taux et faire en sorte que quelqu'un qui irait se domicilier dans un pays où il y a peu de taux puisse... mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Cette assiette n'est absolument pas harmonisée et il est donc impossible de savoir... par exemple, la France a un régime d'assiette plutôt favorable comparé à un certain nombre d'autres pays. Elle a un taux facial d'impôt sur les sociétés qui est très élevé, 33%, mais une assiette qui est plutôt assez large, ne serait-ce qu'avec la possibilité d'utiliser les amortissements dégressifs ou exceptionnels. Eh bien,
Donc cela fait plus de 20 ans qu'on essaie de négocier là-dessus. Il y a déjà eu 2 textes qui sont sortis, ils ont tous été rejetés. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit accepté à l'unanimité hein, pour que ça puisse marcher. Donc depuis 20 ans, on attend toujours, et je crois qu'on n'est pas prêt d'attendre, mais en attendant, c'est la valse des sièges sociaux pour les multinationales. Une entreprise phare de notre pays, si ce n'est la plus importante, Airbus, elle a son siège social en Hollande. Parce que essentiellement pour des raisons fiscales, hein. C'est essentiellement pour ça. 40 000 des salariés d'Airbus travaillent en France, 27 000 en Allemagne, 8 000 en Angleterre, 5 500 en Espagne, aucun en Hollande. Et elle a son siège social en Hollande. C'est absolument scandaleux, mais je ne vous parle, là je vous parle d'une entreprise qui a affiché honnêtement son siège social, mais je ne vous parle pas de celles qui se sont, installées dans le siège social et situées en Irlande, dans l'île de Man, à Jersey ou à Guernsey. Il n'empêche qu'il faut avoir bien en tête que la Hollande est aussi un paradis fiscal, ne serait-ce qu'au niveau des taux qu'ils mettent en place. Troisième point que je voulais aborder, c'est la question du secret bancaire. Un pays non membre de l'Union européenne s'est bâti au fil des siècles sur le principe absolu de défense du secret bancaire. Tout le monde le connaît, c'est la Suisse. Et tout le monde se rappelle que c'est ce secret qui a été une des raisons qui a permis à la Suisse d'être préservée d'une invasion. Hein, tout le monde avait placé son fric là-bas, donc personne n'a voulu aller. Mais c'est également l'endroit où tous les gangsters, tous les narcotrafiquants, tous les dictateurs de tous les pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe centrale vont placer leurs fric qu'ils ont volé au peuple dans... Eh bien, ce secret bancaire, la moindre des choses est de revendiquer qu'il soit levé et que l'on puisse véritablement savoir quels sont les citoyens d'un pays qui ont ouvert un compte dans une banque de ce pays. On pourrait penser que ce petit pays enclavé, là, au sein de la puissante Union européenne, aurait pu peser de tout son poids pour que ce secret bancaire soit levé. Eh bien non. Vous savez qui c'est qui l'a fait lever? Et pour partie, hein, pas en totalité. Les USA. Ce sont les États-Unis qui ont dit à la Suisse, soit vous nous donnez le nom de tous les ressortissants américains qui ont un compte ouvert dans haut, soit vous ne travaillez plus. Aucune de vos banques ne vient travailler aux États-Unis. Ça a eu un petit effet. C'est pas l'idéal, hein, parce qu'ils ont trouvé des moyens de continuer leurs affaires. Mais il n'empêche que ça a bougé dans Landerneau et effectivement, il y a un certain nombre d'échanges qui maintenant ont lieu et qui permettent effectivement de savoir que les gens ont des comptes ouverts là. Comment se fait-il que l'Union n'ait pas pu avoir cette exigence plus tôt? Comment se fait-il que l'Union n'ait pas été en mesure d'exiger que ça puisse se faire? Voilà 3 exemples donc, de ce qu'elle n'a pas fait ou de ce que fait l'Union européenne et qu'il faut à tout prix combattre à travers des élus qui combattent pour autre chose. La France insoumise, bon, à travers son texte programmatique qui est en discussion pour les élections européennes, fait un certain nombre de propositions qui sont toutes plus intéressantes que les unes que les autres. Je vous invite à vous reporter à ce document qui sera adopté en décembre, hein, ici à Bordeaux à la Convention. Il y a des choses qui sont essentielles dedans et sur lesquelles il faut effectivement se battre, comme combattre les privilèges juridiques des multinationales, et je rajoute combattre aussi les Big Four, les 4 sociétés d'ingénierie et de conseil fiscal et juridique que sont Ernst & Young, que sont Pricewaterhouse, que sont Deloitte, et puis le 4e, je ne me rappelle plus qui c'est, des gens qu'on fréquente. qui font la pluie et le beau temps. Ce sont ces gens-là qui imposent à l'Union européenne les directives et les normes. Ce sont les normes juridiques. Ce sont ces cabinets-là qui arrivent à imposer tout. Il faut mettre fin à leurs activités. Il faut taxer les transactions financières. Il faut élargir la liste noire des paradis fiscaux, y compris en citant et en pointant des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Il faut obliger les multinationales à déclarer leurs activités pays par pays, interdire aux banques toute activité dans les paradis fiscaux et mettre en place au sein de l'Union l'impôt universel pour les particuliers.
Voilà quelques revendications qui sont toutes à reprendre dans le document et elles sont plus détaillées, mais elles devraient être mises en œuvre et mises en avant surtout au cours de notre campagne pour qu'enfin on se dirige vers une Europe démocratique et une Europe sociale. Merci.